Tu vois, j'ai remarqué quelque chose avec le temps. Pas dans les livres, pas dans les vidéos, dans la vraie vie. Une femme que je connais, une collègue, elle a passé la quarantaine. Intelligente, posée, indépendante. Sur le papier, elle avait tout pour construire quelque chose de simple. Et pourtant, toutes ses relations finissaient de la même manière. Toujours le même scénario. Au début, tout est fluide, elle s'attache vite. Très vite, elle dit même parfois « cette fois, c'est différent ». Et quelques mois plus tard, elle ne comprend plus, elle doute, elle s'épuise. Et surtout, elle se demande pourquoi elle retombe toujours sur le même type d'histoire. Ce qui est étrange, ce n'est pas ce qui lui arrive, c'est le fait qu'elle ne voit pas ce qui a changé en elle. Parce qu'après 40 ans, l'amour ne fonctionne plus comme avant. Et ça, presque personne ne le dit clairement. Quand on est plus jeune, on tombe amoureux d'un potentiel. On projette. On imagine ce que l'autre peut devenir. On construit vers l'avant. Il y a une forme d'innocence, une capacité à croire. Mais avec les années, il y a autre chose qui s'installe. Les expériences, les déceptions, les attentes non comblées, les blessures qu'on n'a jamais vraiment regardées. Et sans s'en rendre compte, tout ça commence à guider les choix. Ce n'est plus « je choisis cette personne pour ce qu'elle est ». C'est souvent « je suis attiré par ce que cette personne réveille en moi ». Et la différence est énorme, parce que ce qui est réveillé, ce n'est pas toujours sain. Parfois, c'est un manque. Parfois, c'est une ancienne douleur. Parfois, c'est un besoin qu'on n'a jamais réussi à combler seul. Je me souviens d'une discussion avec elle, un soir. Elle m'a dit « je veux juste quelqu'un de stable maintenant, quelqu'un de sérieux ». C'était simple, légitime. Mais en creusant un peu, ce n'était pas vraiment de stabilité dont elle parlait. C'était de sécurité émotionnelle, de peur de revivre certaines choses, de fatigue accumulée. Et là, on commence à comprendre. Après 40 ans, beaucoup de relations ne partent pas d'un désir clair. Elles partent d'un besoin. Un besoin de se sentir rassuré. Un besoin de ne plus revivre certaines douleurs. Un besoin de réparer, sans le dire, quelque chose du passé. Et quand une relation commence comme ça, elle est déjà biaisée. Parce que ce n'est pas un choix libre, c'est une réaction. Et une réaction, ça ne construit jamais quelque chose de stable sur le long terme. Le problème, c'est que tout ça est invisible. Personne ne dit « je suis avec lui parce que j'ai peur d'être seul » ou « je suis attaché à lui parce qu'il comble un vide ». Non, on parle d'alchimie, de connexion, de hasard. Mais derrière ces mots, il y a souvent une mécanique beaucoup plus silencieuse et beaucoup plus déterminante. Si ce que je viens de décrire te semble familier, si tu as déjà observé ce genre de schéma, chez quelqu'un ou même chez toi, tu peux t'abonner à notre chaîne Mentalité cachée. Parce que ce genre de dynamique, on les voit partout, une fois qu'on commence à les comprendre. Et le plus intéressant, ce n'est pas de juger, c'est de voir clair. Parce que la vraie question, au fond, c'est celle-ci. Est-ce qu'on aime encore librement ou est-ce qu'on réagit simplement à ce qu'on a vécu? Et tant qu'on ne voit pas la différence, on continue à appeler amour des choses qui n'en sont peut-être pas vraiment. On croit souvent que l'attirance, c'est quelque chose de spontané, quelque chose de pur, presque magique. Je ne sais pas pourquoi, mais il me plaît. Il y a un truc avec lui. Mais quand tu regardes de plus près, ce truc n'est presque jamais aléatoire. Je me souviens d'une amie proche. Elle sortait d'une relation compliquée, beaucoup d'instabilité, beaucoup de doutes. Et quelques mois plus tard, elle rencontre quelqu'un, un homme très présent, très rassurant, toujours disponible. Et très vite, elle s'attache. Elle me dit « Lui, c'est différent. Je me sens bien avec lui, apaisé. » Sur le moment, ça paraît sain. Mais en réalité, ce n'est pas lui qu'elle choisit, c'est ce qu'il lui apporte. La différence est subtile, mais essentielle. Parce que ce qu'elle ressent, ce n'est pas seulement de l'attirance, c'est du soulagement. Le soulagement de ne plus douter. Le soulagement de ne plus être dans l'insécurité. Le soulagement de se sentir enfin suffisante. Et ça, c'est extrêmement puissant. Mais ce n'est pas neutre,
Parce que quand une relation commence comme ça, elle repose sur une compensation. Il y a quelque chose à combler, un vide, un manque, une peur, et l'autre personne devient, sans le vouloir, la réponse à tout ça. Le problème, c'est que plus l'autre devient une réponse, plus la relation devient fragile, parce qu'on ne voit plus vraiment l'autre, on voit ce qu'il nous permet de ressentir. Et ça change tout. Je l'ai vu plusieurs fois. Des femmes brillantes, lucides, indépendantes, qui deviennent soudainement très attachées, très vite, pas parce qu'elles ont trouvé le bon, mais parce qu'elles ont trouvé quelqu'un qui calme quelque chose en elles. Et quand ce calme disparaît, tout s'effondre. Elles ne comprennent pas, parce qu'elles pensaient être tombées amoureuses, alors qu'en réalité, elles s'étaient accrochées à une sensation. Tu vois, le cerveau fait quelque chose de très simple. Il associe « cette personne égale, je me sens mieux ». Et à partir de là, il crée de l'attachement. Pas forcément de l'amour, de l'attachement. Et plus le manque initial est fort, plus l'attachement sera intense. C'est pour ça que certaines relations deviennent très vite importantes. Trop vite, comme si tout s'accélérait. Comme si l'autre prenait une place énorme en quelques semaines. Ce n'est pas un hasard, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose derrière, qui dépasse la simple rencontre, et souvent, ce quelque chose n'est pas visible au début. Je me rappelle lui avoir posé une question simple. Si tu avais rencontré cet homme à un autre moment de ta vie, est-ce qu'il t'aurait autant plu ? Elle n'a pas su répondre tout de suite, et c'est là que le doute commence. Parce que parfois, ce n'est pas la personne qui nous attire, c'est le moment dans lequel on la rencontre. Et ce moment, il est chargé de fatigue, de solitude, d'attente, de blessure. Alors on confond, on appelle ça une connexion, alors que c'est une réponse émotionnelle. Et le danger, c'est que plus cette réponse est forte, plus on s'y attache, sans se rendre compte que la base n'est pas forcément solide. Alors pose-toi cette question, vraiment. Quand quelqu'un te plaît, est-ce que c'est pour ce qu'il est réellement ou pour ce qu'il apaise en toi ? Parce que tant qu'on ne fait pas cette distinction, on peut construire des relations très intenses, mais profondément déséquilibrées. Et ça change complètement la suite. Ce qui est troublant, c'est que ces relations-là sont souvent les plus intenses, celles qui marquent, celles qu'on n'oublie pas. Tout va vite, très vite. Les messages, les appels, les projections. En quelques semaines, on a l'impression de vivre quelque chose de fort, de rare, presque évident. Et c'est justement là que le piège commence, parce que cette intensité, elle ne vient pas forcément de la qualité de la relation. Elle vient souvent de ce qu'elle active. Je me souviens d'un couple que j'ai vu de près. Au début, c'était fusionnel, toujours ensemble, toujours connectés. Ils parlaient déjà d'avenir, alors qu'ils se connaissaient à peine. Tout semblait aligné. Et autour d'eux, les gens disaient « ça se voit, ils sont faits l'un pour l'autre ». Mais en réalité, quelque chose clochait. Pas dans ce qu'ils montraient, dans ce qu'ils vivaient intérieurement. Elle avait besoin d'être rassurée, souvent, de sentir qu'il était là, qu'il ne partirait pas, qu'elle comptait vraiment. Et lui, au début, il répondait à tout ça, présent, attentif, investi. Mais petit à petit, il a commencé à se retirer. Pas brutalement, subtilement. Moins de messages, moins d'attention, moins de disponibilité. Et là, tout a changé. Elle est devenue plus anxieuse, plus en demande, plus sensible à chaque détail. Lui, encore plus distant. Et sans s'en rendre compte, ils sont entrés dans une dynamique très classique. Plus elle s'accroche, plus il s'éloigne. Plus il s'éloigne, plus elle s'accroche. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça vient de la base, pas d'un problème qui apparaît, d'un déséquilibre qui était déjà là dès le début, parce que cette relation n'était pas construite sur un choix stable. Elle était construite sur un besoin. Et un besoin, ça ne s'équilibre pas. Ça cherche à être comblé, encore et encore, jusqu'à épuisement. C'est pour ça que ces relations sont si intenses, parce qu'elles touchent à quelque chose de profond, quelque chose de sensible, quelque chose qui fait réagir fort. Mais justement, ce qui est intense n'est pas toujours ce qui est sain. Au contraire, parfois,
l'intensité est un signal que quelque chose est en train de se jouer au-delà de la relation elle-même. Une peur, un manque, une insécurité. Et l'autre devient le déclencheur, pas la cause. Je me rappelle lui avoir dit un jour, « Ce que tu ressens, ce n'est pas seulement lié à lui. » Elle n'aimait pas entendre ça, parce que ça remettait en question toute l'histoire. Mais avec le recul, elle l'a compris. Ce qui la faisait souffrir, ce n'était pas seulement son comportement, c'était ce que son comportement réveillait. Et ça, c'est une nuance que peu de gens voient. On pense que la relation est forte parce qu'on ressent beaucoup de choses. Mais en réalité, on ressent beaucoup de choses parce que quelque chose en nous est activé. Et tant que ça reste inconscient, on confond intensité et profondeur. Alors que ce sont deux choses différentes. Une relation peut être très intense et très instable. Et une relation stable peut sembler plus calme au début, moins spectaculaire, mais beaucoup plus solide. La vraie question, c'est est-ce que ce que tu vis est construit ou est-ce que c'est une réaction en chaîne? Parce que si c'est une réaction, alors ça finira toujours par se dérégler, d'une manière ou d'une autre. Et souvent, ça se termine comme ça a commencé, fort mais fragile. Avec le temps, il y a quelque chose d'encore plus discret qui s'installe. Quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas, même après plusieurs relations. C'est cette idée, presque invisible, qu'une nouvelle relation pourrait réparer l'ancienne, pas consciemment. Personne ne se dit « je vais trouver quelqu'un pour réparer ce que j'ai vécu ». Mais dans les faits, c'est souvent exactement ce qui se passe. Je pense à une femme que j'ai connue il y a quelques années. Toujours attirée par le même type d'homme, pas physiquement, émotionnellement. Des hommes un peu distants, pas complètement engagés, difficiles à lire, et à chaque fois, elle se disait « cette fois, ça sera différent ». Elle était plus patiente, plus compréhensive, plus investie, comme si, inconsciemment, elle essayait de réussir là où ça avait échoué avant. Mais le schéma ne changeait pas. Au début, elle s'adapte, elle donne, elle fait des efforts, et petit à petit, elle s'épuise, elle doute, elle se remet en question. Puis elle finit par dire « je ne comprends pas, pourquoi ça m'arrive encore ?» Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de chance, c'est une logique silencieuse. On est souvent attiré par des situations qui ressemblent à ce qu'on n'a pas réussi à résoudre. Comme si le cerveau disait « cette fois, on va faire mieux. Cette fois, on va réparer. » Mais une relation, ce n'est pas un terrain de réparation. Et l'autre personne n'est pas un outil pour guérir le passé. Le problème, c'est que quand on entre dans une relation avec cette attente, tout devient biaisé. On attend plus que ce que l'autre peut donner. On interprète beaucoup, on s'accroche à des signes. Et surtout, on supporte des choses qu'on ne devrait pas accepter. Parce qu'au fond, on ne veut pas juste que la relation fonctionne. On veut qu'elle réussisse, qu'elle valide quelque chose en nous, qu'elle prouve qu'on peut enfin vivre autre chose. Et ça crée une pression énorme sur la relation, mais aussi sur soi-même. Je me souviens d'une discussion avec elle. Elle m'a dit « J'ai l'impression que si ça ne marche pas, c'est moi le problème. » Et tu vois, c'est exactement là que le piège se referme, parce que ce n'est plus une rencontre entre deux personnes. C'est un test émotionnel, un test de valeur personnelle. Et dans ces conditions, il devient presque impossible de construire quelque chose de sain, parce qu'on ne regarde plus la réalité. On regarde ce qu'on espère réparer. Et tant que ce mécanisme reste invisible, il se répète, encore et encore, avec des visages différents, mais des dynamiques identiques. Alors la vraie question ici, elle est simple. Est-ce que tu choisis vraiment la personne, ou est-ce que tu choisis une situation qui te permet de rejouer quelque chose? Parce que tant que cette distinction n'est pas claire, on peut passer des années à croire qu'on avance, alors qu'on répète, différemment, mais toujours autour de la même blessure. Et puis, il y a un moment où quelque chose change, pas forcément après une relation, pas forcément après une rupture, mais après une accumulation.
Trop de schémas qui se répètent, trop d'histoires qui finissent pareilles, trop de questions sans réponse. Et là, il y a une forme de fatigue lucide qui apparaît. Pas une fatigue émotionnelle, une fatigue de ne plus pouvoir se mentir. Je me souviens d'un ami. Pendant des années, il enchaînait les relations intenses, toujours très impliqué, toujours très rapide, et toujours la même fin. Un jour, il m'a dit quelque chose de simple. Je crois que je ne choisis pas vraiment, je réagis. Et ça, c'est un basculement, parce que tant qu'on pense choisir, on ne remet rien en question. Mais quand on commence à voir qu'on réagit, tout devient différent. On commence à ralentir, à observer, à se poser des questions qu'on évitait avant. Pourquoi cette personne m'attire? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que je suis en train de chercher quelque chose? Ou quelqu'un? Et surtout, est-ce que je suis bien même sans cette relation? Parce que c'est là que tout se joue. Une relation construite sur un manque sera toujours instable. Une relation construite sur un choix a une chance de durer. Mais pour choisir vraiment, il faut être capable de ne pas avoir besoin. Et ça, c'est difficile. Parce que ça demande de rester seul parfois, de ne pas se précipiter, de ne pas confondre calme et ennui. Je me rappelle de lui quelques mois plus tard. Il avait rencontré quelqu'un, rien de spectaculaire, pas de fusion immédiate, pas d'intensité débordante, mais quelque chose de différent, plus posé, plus clair, plus stable. Il m'a dit « C'est étrange, c'est moins fort, mais c'est plus sain ». Et cette phrase, elle résume tout. On nous a habitués à croire que l'amour doit être intense, qu'il doit bouleverser, qu'il doit prendre toute la place. Mais souvent, ce qui prend toute la place, c'est ce qui manque à l'intérieur, pas la relation elle-même. Alors que quand il y a moins de manque, il y a plus d'espace, pour voir l'autre tel qu'il est, pas tel qu'on en a besoin. Et c'est là que le choix devient possible, un vrai choix, pas guidé par la peur, pas dicté par le passé, mais basé sur quelque chose de simple. Est-ce que cette personne me correspond ou est-ce qu'elle me soulage? Et cette question, elle change tout, parce qu'elle oblige à être honnête, avec soi, avec l'autre, avec ce qu'on est prêt à vivre. Et au fond, c'est peut-être ça le vrai passage. Pas l'âge, pas les expériences, la lucidité, celle qui fait qu'on arrête de chercher quelqu'un pour combler quelque chose et qu'on commence à rencontrer quelqu'un pour ce qu'il est vraiment. Si ce que tu viens d'entendre t'a fait réfléchir, si tu reconnais certains schémas, chez toi ou autour de toi, tu peux laisser un commentaire sous cette vidéo. Pas pour donner une réponse parfaite, mais juste pour mettre des mots sur ce que tu observes. Parce que souvent, le simple fait de voir clair change déjà beaucoup de choses. Et parfois, c'est déjà un début.